propriétaires des 1552 logements sociaux de Tabakoro ont reçu des mails du Premier ministre au nom du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, les clés de leur maison cet après-midi. Modibo Keïta a également posé la première pierre de 20 000 nouveaux logements sociaux qui seront réalisés dans 24 mois sur le même site pour un coût de réalisation estimé à plus de 300 milliards de francs CFA. La ville des Trois Caïmans se veut belle et attractive avant le sommet France-Afrique prévu en décembre 2016. Pour ce faire, un projet d'éclairage public, de signalisation urbaine et d'équipement au feu tricolore a été présenté par la mairie du district pour réalisation. Merci de nous rester fidèles. Bonsoir à tous. Conseil de cabinet aujourd'hui à la primature, la mise en place d'une zone de développement dans le Nord conformément à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali et l'inventaire du patrimoine immobilier de l'État sont les sujets abordés. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, revient sur les points essentiels de la rencontre présidée par le chef du gouvernement, Modibo Keïta. Shogel Kokalamaïga est au micro de nous Sissoko. Ce conseil de cabinet a porté essentiellement sur deux questions d'importance capitale pour la marche de la nation. Vous savez que l'accord de paix pour la réconciliation dans notre pays qui vient d'être signé nous impose un rythme à pas cadencé, j'allais dire à marche forcée, parce que le président de la République a dit à qui veut l'entendre qu'il fait de la mise en œuvre diligente de cet accord un point d'honneur. Ça veut dire qu'aucun retard, aucune modification, aucune lenteur ne doit être observé du côté du gouvernement. C'est dans ce sens que vous aurez remarqué que à un rythme accéléré, chaque semaine, un acte ou des actes sont posés tendant à rendre le processus de mise en œuvre de l'accord irréversible. J'avais eu l'occasion sur vos antennes de rappeler la semaine passée qu'en 2 semaines, le gouvernement a adopté le décret qui institue le comité national du suivi de la mise en œuvre de l'accord, présidé par le chef du gouvernement. La semaine passée, l'ensemble du gouvernement a été réuni autour du Premier ministre pour définir, analyser et faire des propositions en ce qui concerne la mise en œuvre des différents volets de l'accord. Aujourd'hui, toujours dans le sens de l'anticipation, le ministère de l'économie et des finances, qui a été vivement félicité par le Premier ministre, a proposé d'accélérer la cadence en prenant déjà des décisions concernant la mise en place de la zone de développement durable au Nord. Dans l'accord, je dois préciser, l'accord de paix à son article 33, il est prévu la mise en place d'une zone de développement durable au Nord. Le travail d'anticipation du gouvernement tel que le demande le Premier ministre à tous les départements a fait son effet et aujourd'hui nous avons examiné cette problématique de mise en place de la zone de développement durable au Nord. Il est dit dans l'accord aussi dans son article 37 que la mise en œuvre de l'accord obéit aussi au fait qu'il doit y avoir une structure qui s'occupe en tout cas de la mise en œuvre de cette zone de développement du Nord. Et donc il s'agit aussi de réfléchir sur cette structure-là, sur quelle forme administrative. Est-ce que c'est un établissement financier? Est-ce que c'est un établissement public à caractère administratif, un EPA donc, ou bien un fonds d'affectation spéciale? Donc l'ensemble de ces scénarios ont fait l'objet d'examen dans les débats entre les ministres et le Premier ministre a tiré la conclusion principale
qui consiste à approfondir la réflexion d'ici quelques temps afin de prendre une décision définitive. La deuxième décision que le Premier ministre a prise sur le même sujet, c'est de demander à l'ensemble des membres du gouvernement de réfléchir chacun en ce qui le concerne, dans le domaine qui relève de ses compétences, pour identifier les niches où la solidarité nationale peut se manifester pour mobiliser des ressources internes afin d'injecter ces ressources dans le développement équilibré des régions du Nord afin que le rattrapage puisse être réel. Et cela d'autant plus que le temps de convoquer une conférence internationale des partenaires au développement pour financer doit trouver que le Mali lui-même prend le devant en faisant des propositions. J'ai l'habitude de rappeler ici que le Mali doit être accompagné dans le processus de mise en œuvre de l'accord. Le Mali n'est pas accompagnateur, mais le Mali doit être accompagné. Et il est dit aussi dans l'accord que des grandes institutions internationales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement doivent constituer un comité permanent de suivi et d'évaluation donc de la mise en œuvre de cette zone de développement du Nord. Voilà donc le premier sujet important autour duquel le Conseil de cabinet s'est réuni, avec les conclusions que le Premier ministre a bien voulu tirer, que je viens de vous énumérer. Le deuxième sujet de préoccupation nationale qui a fait l'objet de débats approfondis et très intéressants, c'est la problématique du patrimoine immobilier de l'État. Il n'est pas acceptable, et cela a été constaté, que l'État malien loue des bâtiments pour loger ses services, pour loger ses agents, alors qu'au même moment, il dispose d'un patrimoine immobilier important dont la situation n'est pas connue. Donc le Premier ministre a donné instruction ferme d'ici la deuxième décade du mois de septembre que la situation totale, entière, soit faite du patrimoine immobilier de l'État. De quoi l'État dispose? Qu'est-ce qui a été vendu? Dans quelles conditions ça a été vendu? Quels sont les actes de vente? À qui ça a été vendu? À combien ça a été vendu? Quelle a été la destination des ressources issues de cette vente? Cela permettra à l'État de se faire une idée très claire, y compris toutes les périodes, je précise bien, pendant lesquelles ces ventes ont eu lieu. Ça permettra à l'État de faire un inventaire, de retenir ce qui a été fait correctement, de retenir ce qui doit rentrer dans le patrimoine architectural de la ville de Bamako. Je précise que ce n'est pas seulement Bamako, cela est valable pour toutes les villes de l'intérieur, et donc ça donnera à l'État au moins un élément de pilotage éclairé de la gestion de son patrimoine immobilier. Conseil de cabinet, le Premier ministre, dans l'après-midi, a procédé à la remise officielle au nom du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, des clés des 1552 logements sociaux de Tabakoro. Ces logements de type F3, F4 et F5 sont le fruit de partenariats publics-privés. L'État superviseur de l'opération se réjouit de la réalisation de ces maisons qui va permettre à bon nombre de Maliens d'avoir un logement décent. Modibo Keïta a également posé la première pierre de 20 000 nouveaux logements sociaux qui seront réalisés dans 24 mois sur le même site. Le coût de réalisation est estimé à plus de 300 milliards de francs CFA. La cérémonie a mobilisé un nombre de personnalités, nous indique Sierra Bachili. Le site de Tabakoro accueille de nouveaux locataires. Ils sont 1552 bénéficiaires de logements sociaux à recevoir leurs clés ce jeudi des mains du Premier ministre Modibo Keïta au nom du président de la République. L'honneur est revenu aux cadets footballeurs et leur encadrement d'être servis en premier. Cela en récompense de leur sacre en mars dernier à Niamey au Niger, où ils ont rapporté la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le président leur avait promis un logement et ces joueurs ont reçu 28 maisons sociales. En plus d'autres bénéficiaires qui expriment leur sentiment de joie. Nous, les bénéficiaires, vraiment, les mots nous manquent aujourd'hui. C'est des mots de remerciement envers tout le gouvernement du Mali pour tout ce que vous faites pour le développement du Mali
Et vraiment, nous vous encourageons pour cette politique. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être comptés parmi les propriétaires des maisons. Vraiment, on vous remercie infiniment. Les nouveaux logements sont de type F3, F4 et F5. Pour les maisons de type F3, le montant global est de 11 700 000 francs CFA, celles de type F4, 27 550 000 francs CFA et les logements F5 coûtent 36 600 000 francs CFA. Les bénéficiaires vont payer ces montants en 25 ans. Pour ce programme, les promoteurs immobiliers maliens ont été impliqués pour apporter leur expertise et ils ont travaillé avec les banques et établissements financiers de la place. Ce partenariat public-privé a permis aux promoteurs maliens de réaliser plus de 1000 et quelques logements dans ces cadres. Cette confiance a permis aujourd'hui à faire la signature de 20 000 logements que nous avons signés à l'hôtel avec le ministre de l'Habitat. Ça, c'est une marque de confiance. Et nous, les promoteurs immobiliers, nous disons au peuple malien, au gouvernement du Mali, que nous serons à la hauteur des attentes. La mobilisation et l'expertise de tous les professionnels élus est nécessaire pour faire du programme des logements sociaux un véritable outil de développement économique et de promotion sociale. C'est en conjuguant nos efforts et nos énergies que nous parviendrons à l'atteinte des objectifs fixés pour la période 2013-2018. Consciente de l'enjeu que constitue l'habitat dans le bien-être de nos populations et pour parer aux spéculations de toutes sortes entourant cette problématique, les banques du Mali, conformément à leur vocation d'acteurs du développement, accompagneront toutes les initiatives et apporteront aussi les réponses durables, réalistes et réalisables au financement du logement social au Mali. Ceux qui n'ont pas encore bénéficié de logements peuvent tenter leur chance dans les jours à venir puisque 20 000 nouveaux logements sociaux seront construits dans 24 mois. Le Premier ministre Modibo Keïta a posé la première pierre de ces logements qui vont coûter environ 300 milliards de francs CFA. Et le tout sera coordonné par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Nous posons aujourd'hui la pierre de 20 000 logements. Ce modèle limite, dans des proportions raisonnables, l'appui financier de l'État tout en satisfaisant la demande et l'offre. Le programme d'accès à un habitat et à un cadre de vie décent, tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays, est une volonté présidentielle de prise en charge de l'une, sinon la principale des préoccupations de la quasi-totalité des Maliennes et des Maliens. À cet effet, conformément à vos orientations, nous poursuivons ce budget national la réalisation de 500 nouveaux logements dans les localités de Kaye, Kenyeba, Nyoro, Koulikoro, Nara, Fana, Sikasso, Bougouni, Kouchala, Kadjolo, Sebou, Barawili, San, Mopti, Bankas, Djene et Koro. Les 10 logements d'un coût global environ de 4 750 millions de francs CFA seront disponibles d'ici la fin de l'année. En tout cas, ces logements sont beaucoup sollicités par les Maliens puisqu'ils étaient 15 006 personnes à faire la demande. L'ambitieux projet qui va se poursuivre répond aux soucis de développement urbain afin d'assurer à chaque Malien un cadre de vie sain, sécurisé et agréable à vivre. Et c'est au nom du chef de l'État que le Premier ministre présidait cette cérémonie, occasion pour le chef du gouvernement de rappeler la volonté du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta de faire de chaque Malien un propriétaire, une politique de logement engagée et suivie par nos autorités. Le Premier ministre est au micro de Sirabachi. Cette cérémonie à laquelle nous avons l'honneur de participer est en réalité placée sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République, le Président Ibrahim Boubacar Keïta. Et comme vous le savez, cette cérémonie, c'est la concrétisation d'une volonté politique de grande valeur. Bien, la remise des clés aux bénéficiaires des logements sociaux est une réponse à l'attente et aux préoccupations des populations maliennes. Tout cela prend racine dans la vision du Président de la République, dans son projet de société. Cela prend racine également dans les instructions qu'il a données au gouvernement par rapport à l'amélioration constante des conditions de vie et d'existence des populations. Alors ici, ce n'est qu'un point de départ.
après la remise des clés aux jeunes joueurs, qui ont porté très haut le flambeau du Mali, nous avons donc remis symboliquement des clés aux heureux bénéficiaires, qui ont tous la capacité de se révéler dignes de cette préoccupation de M. le Président de la République. Je sais que c'est un programme qui est effectivement en cours de réalisation. Nous avons également procédé à la pose de la première pierre de 20 000 logements. Cela devrait permettre de conforter cette préoccupation-là et de répondre aussi correctement que possible aux préoccupations des Maliens. Maintenant, quel est le sentiment qui m'anime? C'est dire que nous sommes très très fiers de pouvoir participer à cette cérémonie au nom du Président de la République. Et très très fiers de pouvoir constater que nous sommes au cœur d'une concrétisation de la volonté présidentielle. Et très fiers de constater également que de nombreux Maliens, 1500 et quelques Maliens aujourd'hui, viennent de se sentir en part entière investis de la confiance du gouvernement, de la confiance du président de la République du Mali et de se sentir tout simplement Maliens dans un environnement digne. Alors, donc comment aujourd'hui ne pas remercier tous les acteurs, à commencer par le groupement des promoteurs immobiliers, par le pôle bancaire, par toutes les bonnes volontés et qui ont bien voulu aider le gouvernement à traduire dans les faits cette préoccupation. Et je suis sûr que le président de la République, s'il avait été ici, il m'a fait l'honneur de le représenter, aurait dit aux heureux bénéficiaires qu'il entend que la nouvelle cité puisse être une cité modèle en raison de l'importance que nous attachons à l'assainissement. Il faudrait que nous puissions un jour amener les étrangers qui viennent visiter Bamako, les amener à passer dans cette nouvelle cité à cause de sa propriété, de sa salubrité et de l'assainissement. Alors je tiens à remercier le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, tous ses collaborateurs pour la constance dans l'effort. Et je suis sûr que nous allons remporter en tout cas de nouvelles victoires sous la conduite éclairée de M. le Président de la République. À vous aussi, hommes de presse, merci de pouvoir amplifier en tout cas ces actions pour que le peuple du Mali sache que nous sommes dédiés à sa cause, nous sommes dédiés à son bonheur, à son bien-être. Le président du Conseil économique, social et culturel a reçu en audience la Confédération nationale des sociétés coopératives d'habitation du Mali et la Convention des partis politiques de la majorité présidentielle. Auparavant, il a reçu le professeur Ogobara Dumbo. Avec lui, il a été question de la promotion des jeunes et des femmes scientifiques. Bulkassou Maïdara a également eu la visite du consul du Mali à Tamararasset. Ici d'audience avec Khadija Toukouni. Agenda d'audience très chargé pour le président du Conseil économique, social et culturel. Bulkassou Maïdara a reçu tout d'abord le consul du Mali à Tamanarasset. Ce dernier est venu recueillir des conseils pour mener à bien sa mission. J'ai la chance pour contacter le président du Conseil économique, social et culturel pour demander ce conseil par rapport à ma mission et les 4 frontières de Tamanarasset. Les frontières de la Mauritanie, les frontières de la Libye, les frontières du Mali même et les frontières du Niger. Tout ça là, c'est géré par le consulat du Mali à Tamanarasset pour les problèmes consulaires des Maliens. J'ai demandé le soutien du président pour informer les autorités pour l'importance du consulat du Mali là-bas et pour aider nos citoyens sur le terrain là-bas. Le professeur Ogobara Dumbo, lui, était présent pour en prodiguer. Il sollicite le soutien du président du Conseil économique, social et culturel pour une orientation plus élevée des jeunes et des femmes vers la science. Alors, j'ai eu l'honneur d'avoir été reçu par Monsieur le Président pour aborder 2 thèmes d'importance nationale. Je viens d'une mission où l'Académie de sciences de France a organisé un atelier international sur un programme de ce qu'on appelle la main à la pâte. C'est-à-dire comment on peut initier les élèves dès le premier cycle au goût des métiers de la science, c'est-à-dire les maths, la physique-chimie, la biologie, pour que la proportion de scientifiques
qui viennent au lycée et à l'université augmente. Et des pays comme le Brésil, l'Inde ont bénéficié de ce programme. Et comme j'ai eu la chance d'avoir été invité, je suis venu échanger avec M. le Président pour voir si le Conseil peut soutenir ce genre de programme en collaboration avec les ministères intéressés. Et suite à cela, il y a aussi un taux très faible de femmes qui sont dans l'enseignement supérieur et la recherche. Les statistiques qu'on a pu documenter nous disent qu'il y a que 20% de femmes aujourd'hui qui font de la recherche, qui enseignent dans l'enseignement supérieur et la recherche, ce qui n'est pas acceptable, puisque 52% de la population est féminine. Donc comment faire pour que ce genre de promotion change, pour que les femmes puissent vivre, s'épanouir de la science? Et je suis très intéressé parce que j'ai d'excellentes dames qui ont fait des PhD au Mali, en France, aux États-Unis, qui viennent de rentrer. Et je suis intéressé par leur carrière et voir comment le pays, les structures peuvent s'organiser pour les accompagner dans un épanouissement scientifique pour que j'ai une proportion élevée de femmes dans la science. Le professeur Boulkassou Maïdara a reçu également la Confédération nationale des sociétés coopératives d'habitation du Mali pour les litiges fonciers que connaît notre pays et la convention des partis politiques de la majorité présidentielle. Et nous vous signalons que sur l'invitation du président du Conseil constitutionnel du Royaume du Maroc, Madame Manassa Dagnogo, président de la Cour constitutionnelle, a effectué une visite de travail à Rabat du 24 au 28 juillet dernier en vue de participer à la première rencontre fondatrice du réseau des cours et conseils constitutionnels de l'Afrique centrale et de l'Ouest. À l'issue de cette rencontre, notre pays, le Mali, a été désigné pour accueillir la prochaine conférence biannuelle du réseau en 2017 sur le thème « Les juridictions constitutionnelles et la protection des droits fondamentaux ». Célébration de la journée africaine du service public. Elle a été mise à profit pour parler de la modernisation et de la qualité des prestations de l'administration confrontée de nos jours à des usagers de plus en plus exigeants. Le Mali a choisi comme thème « Développement des ressources humaines de la fonction publique comme indicateur de croissance économique ». Aïssata Ibrahim Maïga nous en parle. L'accueil et la performance et surtout que la politique du gouvernement, c'est la réforme du monde du travail par rapport aux résultats. Ces performances ne peuvent pas aller sans le concours des femmes aussi. C'est justement pour cette raison que l'Union africaine a choisi le thème « Rôle de la fonction publique dans l'autonomisation des femmes, l'innovation et l'accessibilité au système de prestation des services ». Une façon de parvenir à la nécessité de la mise en place d'une fonction publique axée sur l'égalité des sexes. Confrontée à des usagers de plus en plus exigeants, cette célébration est aussi un moment de questionnement pour chaque agent sur la qualité de son travail. Les travailleurs sont là pour les citoyens d'une manière générale. Donc, à ce titre, il se doit de se tenir à leur disposition. Dans le cadre du respect des principes du fonctionnement des services publics. Il y a également un autre élément qui est l'adaptation, la mutabilité. Ce qui est sur la population augmentée, les besoins augmentés, il faut aller au-delà d'où il faut mettre à la disposition des structures administratives des moyens de traitement des dossiers pour que ça se fasse à temps. Vu le contexte post-crise de notre pays, les autorités ont choisi le thème de développement des ressources humaines de la fonction publique comme indicateur de croissance économique. Pour l'atteinte de ce but, plusieurs actions ont déjà été entreprises par le gouvernement. Le projet de société du président de la République sur la question fait de la refondation des administrations publiques un impératif. Je cite: nous ouvrirons les administrations publiques à de nouveaux modèles de gestion en vue d'améliorer leurs performances et de réconcilier les Maliens avec leurs institutions. Fin de citation. En effet, cette vision du changement est de faire de notre administration, je cite encore le président de la République, une administration crédible, acceptable, appréciée du citoyen et efficace dans l'effort de développement. Dans cette optique, sous l'égide du Premier ministre, chef du gouvernement, il a été procédé par l'entreprise de mon département, entre autres, l'élaboration du nouveau programme de réforme de l'État, du document de politique nationale de gestion axé sur les résultats, du document de politique nationale de transparence.
De même, dans le cadre de l'amélioration des outils de gestion des ressources humaines, la nouvelle application informatique mettant à réseau la Direction nationale de la fonction publique et du personnel et l'ensemble des directions des ressources humaines engendrera de nombreux changements positifs. L'institution de la Journée africaine du service public remonte à la première conférence panafricaine des ministres de la fonction publique organisée à Tanger au Maroc en 1994. Cette journée sera l'occasion de débats animés par des personnalités de l'administration malienne avec les cadres de la fonction publique. Autre célébration, celle de la journée panafricaine demain 31 juillet. Cette année, le thème retenu est autonomisation des femmes, lutte contre la pauvreté. À l'occasion de l'événement, le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a adressé un message dont nous vous proposons un extrait. Demain 31 juillet 2015, le Mali, à l'instar de la communauté africaine, célèbre la journée panafricaine des femmes. Le thème retenu cette année est autonomisation des femmes, lutte contre la pauvreté. Au lendemain de l'accès à l'indépendance de quelques pays africains, les femmes d'Afrique décidèrent de s'unir pour former une seule association afin de mieux se connaître, d'échanger leurs expériences et de conjuguer leurs efforts pour l'émancipation de la femme. À cet effet, la première organisation féminine continentale, appelée Conférence des femmes africaines, a été créée le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam, au Tanganyika, actuelle Tanzanie. Cette organisation deviendra l'Organisation panafricaine des femmes au Congrès de Dakar 1974. Le Mali ne peut trouver mieux que ce thème qui conforte la dynamique déjà enclenchée pour l'émergence des femmes et pour leur contribution efficace et efficiente à la relance économique. Il s'agit de la volonté politique affichée du gouvernement dans la concrétisation de l'autonomisation des femmes à travers la mise en place du Fonds d'appui à l'autonomisation des femmes et à l'épanouissement de l'enfant, FAFE, qui vient s'ajouter à d'autres initiatives en cours, telles que la politique nationale genre, qui devient effective cette année avec la mise en place des mécanismes d'institutionnalisation du secrétariat permanent. Le ministre Sangaré Oumouba était au micro de Lamine Keïta. Toujours dans le cadre de la journée panafricaine, la secrétaire exécutive régionale de l'Organisation panafricaine des femmes pour l'Afrique de l'Ouest a elle aussi adressé un message de soutien à ses consoeurs du pays et de la sous-région. Diallo Kama Sakiliba est au micro de Fademba Keïta. L'OPF, c'est l'Organisation panafricaine des femmes. C'est une organisation régionale africaine créée par les femmes leaders africaines de l'époque en 1962 pour parler d'une seule voix dans les rencontres internationales pour défendre les droits de la femme à travers l'émancipation et aussi pour lutter aux côtés des gouvernants africains pour la décolonisation de nos continents. Donc elle s'est assignée comme mission l'information, la sensibilisation, la formation et le plaidoyer par rapport aux droits des femmes en Afrique. La journée panafricaine des femmes, c'est le 31 juillet, a été décrétée en 1974, instituée en 1974 au Congrès de Dakar pour commémorer la longue lutte pour la promotion de la femme. Parce que tout simplement, l'organisation est née un 31 juillet. Et en 1974, au Congrès de Dakar, les femmes se sont mises d'accord pour qu'on célèbre cette journée. Comment célébrer cette journée? C'est sous un thème brûlant qui touche la vie de la femme, dans le cadre de son épanouissement personnel et dans le cadre du développement de l'Afrique. Donc chaque année, à partir de 1974, tous les États africains célèbrent cette journée avec les dirigeants, avec tous les acteurs de la promotion de la femme. L'édition 2015 de la Journée panafricaine des femmes est placée sous le signe de
l'autonomisation des femmes et lutte contre la pauvreté. Pourquoi ce thème? Je dis d'abord qu'il se situe dans un contexte où l'année 2015 a été décrétée par les chefs d'État africains comme année de l'autonomisation des femmes. Toujours avec les femmes et toujours pour leur autonomisation, l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF vient de former en transformation de produits locaux et en coupe et couture à plus d'une centaine de femmes. L'APDF a également apporté un appui juridique aux femmes. Ces réalisations ont été révélées au cours d'une journée porte ouverte et c'est Batraouri qui nous en parle. À la veille de la 53e édition de la Journée panafricaine des femmes, les responsables de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF ont jugé nécessaire d'organiser une journée porte ouverte. L'exercice consistait à faire le bilan des activités d'autonomisation socio-économique et judiciaire des femmes et filles victimes de violences. Dans le projet avec l'ONU Femmes, nous avons formé plus de 130 femmes et filles à Bamako et à Mopti dans le cadre des maisons d'hébergement et d'accueil. Et ces femmes et filles victimes de violences ou déscolarisées ont été formées à la transformation de produits agroalimentaires, à la fabrication de savon et à la teinture. Il y a aussi maintenant une nouveauté qui est la coupe-couture et la broderie. Donc elles sont en train de continuer la formation parce que c'est une plus longue formation. Il y a aussi la prise en charge médicale et la prise en charge judiciaire des dossiers des femmes et des filles qui ont participé à cette formation-là. La vision de l'APDF est en parfaite adéquation avec celle de mon organisation qui œuvre pour la défense des droits des femmes et à leur autonomisation. Les différents intervenants dans leurs témoignages ont tous reconnu les efforts déployés par l'APDF dans la défense des droits des femmes, leur intégration socio-économique à travers des activités génératrices de revenus. Des témoignages qui ont visiblement ému la secrétaire exécutive de l'Organisation panafricaine des femmes. Je suis heureuse que ça se passe aujourd'hui dans le cadre de la Journée panafricaine des femmes, qui sera célébrée demain sous le thème autonomisation des femmes. Cette cérémonie cadre parfaitement avec le thème, car on ne peut pas parler d'autonomisation des femmes, de lutte contre la pauvreté, si des femmes subissent dans leur cœur et dans leur chair les séquelles de la violence. Je réitère ici la disponibilité de notre bureau à collaborer de façon très étroite avec toutes les organisations nationales maliennes et particulièrement avec l'APDF. La remise d'attestations de reconnaissance et de diplômes de participation aux différentes formations a été le dernier temps fort de cette journée porte ouverte. Voilà, les femmes sont à l'honneur demain pour la célébration de la journée panafricaine. Un mot du sommet France-Afrique, prévu en décembre 2016 ici au Mali. Pour l'occasion, le maire du district de Bamako veut renforcer le système d'éclairage de Bamako. Pour ce faire, la présentation des projets d'éclairage public, de signalisation urbaine et d'équipement en feu tricolore a été faite au président du comité d'organisation du sommet France-Afrique, Modibo Kadiogi. Mariam Sagara, les détails. Voici ce à quoi Bamako doit ressembler dans un futur proche. Avec cette grande lumière vivace, il fera jour en pleine nuit dans la capitale. Aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est non seulement d'apporter une identité visuelle forte pour le projet Bamako 2030, mais aussi des économies d'énergie, des économies de maintenance au niveau de l'éclairage public, une gestion centralisée et intelligente de la ville en éclairage public, mais aussi en feu tricolore, et la sécurisation de la ville et des personnes par justement l'installation de cet éclairage public intelligent, ce qu'on appelle vraiment la Smart City, l'éclairage intelligent, mais aussi avec toute la sécurisation, avec les panneaux d'orientation, les panneaux de signalétique de police et les carrefours à feu. Cette démarche de la mairie du district de Bamako va permettre à coup sûr de remédier à d'autres préoccupations de la grande ville, telles que l'insécurité. Le comité d'organisation du sommet France-Afrique associé au projet se réjouit de cette initiative. Tous les projets qui sont à Bamako, que ce soit des projets publics ou des projets privés, que nous considérons comme projets en rapport avec les sommets, donc des projets qui vont contribuer à la réussite du sommet, nous intéressent. Par rapport à l'éclairage public, à la signalétique et toutes choses qui peuvent rendre la ville de Bamako très belle. Et pour le sommet, c'est notre objectif
parce qu'il faut que Bamako soit une ville coquette, prête à offrir tout ce qu'elle a de beau à ces illustres hôtes que nous attendons à l'occasion du sommet Afrique-France. Pour le maire, l'entretien des réalisations dépend de l'effort et de la contribution de sa population. Qui dit maintenance, qui dit entretien, parle effectivement de fonds d'entretien, de fonds de maintenance, qui nous manquent malheureusement. Parce que madame ne paye pas sa taxe, parce que lui ne paye pas sa taxe. Nous demandons à l'ensemble des populations de Bamako afin qu'elles contribuent au développement durable de la ville. En quoi faisant? En acceptant de cotiser. 3 000 francs CFA par an, par imposable. Je pense réellement que cela, Bamako mérite ça pour encore un éclairage digne de la ville de Bamako. Ces grands travaux demandent la participation de tout un chacun et surtout des partenaires français qui vont bientôt organiser le sommet France-Afrique au Mali. Le chef de file de l'opposition politique, Soumaïla Cissé, a rencontré ce matin la presse. Il a entretenu les journalistes sur le statut de l'opposition politique, les préoccupations du moment dont l'insécurité, la corruption et les conditions de vie des Maliens. Le chef de file de l'opposition a invité les pouvoirs publics au respect des engagements pris. L'opposition assure, Soumaïla Cissé va accomplir pleinement ses devoirs, notamment de veille au respect de la souveraineté nationale et de la laïcité de l'État. Le compte-rendu de Bourama Traoré. L'opposition politique malienne ne sera pas une machine d'enregistrement. Son chef de file, Soumaïla Cissé, l'affirme. Le président de l'URD s'est dit convaincu d'une chose: toute démocratie a comme pilier fondamental une opposition constructive et bien organisée. La démocratie, c'est une majorité et une opposition. S'il n'y a pas d'opposition, la démocratie n'a pas de chance de survivre, même en tout cas d'être forte et d'aider les populations à relever les défis qui se posent à notre pays. Parmi les défis qui se posent au Mali, le chef de l'opposition politique note l'insécurité, une situation qui, selon lui, ne connaît aucune amélioration, bien au contraire. L'accord issu du processus d'Alger, auquel nous n'avons pas été associés malgré notre insistance, était censé ramener la paix et la quiétude dans notre pays. Hélas, depuis la signature du dit document, l'insécurité malheureusement se généralise. Outre l'insécurité grandissante, le président de l'URD relève la corruption. La corruption florissante, au contraire de l'emploi qui s'assèche, a atteint des proportions inquiétantes dans tous les domaines et les atteintes graves aux droits des travailleurs sont devenues monnaie courante, avec des relèves de cadres et d'agents dans tous les secteurs pour un seul motif politique. Le chef de file de l'opposition politique évoque également les conditions de vie difficiles des Maliens, une préoccupation à laquelle il faut apporter une réponse idoine et durable, dit-il. Les populations attendent désespérément les services sociaux de base pompeusement promis. Le nouveau scandale des logements sociaux. L'opposition politique, conclut Soumaïla Cissé, a le devoir d'offrir au peuple malien une alternative crédible. Comme dirait l'autre, on reconnaît les maçons au pied de l'ouvrage. Face aux hommes de médias également, le parti centriste du Mali, Union des forces pour le changement, UFC, une plénière sortie qui fait l'analyse des événements qui ont marqué l'actualité récente du Mali. Ce parti entend organiser dans les jours à venir un forum sur l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger. Boubacar Sissoko. Pour cette première sortie devant la presse, le jeune parti de l'Union des forces pour le changement, UFC, analyse l'actualité politique au Mali. Le parti s'est réjoui de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Pour ce point précis, les responsables de l'UFC dénoncent le désintérêt des partis politiques qui, selon eux, devront être des acteurs à part entière dans le comité de suivi du dit accord. Le parti réfléchit donc à l'organisation d'un forum des partis politiques dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre de l'accord. Quelque part, on a dit dans l'accord à l'article 51, on demande aux partis politiques et aux associations d'accompagner l'accord. Moi, je dis non. Les partis politiques ne doivent pas accompagner, les partis politiques doivent être des acteurs. C'est en ce moment que la cohésion est là entre nous.
Tant qu'on fait cet accord, qu'on n'associe pas les partis politiques, je crois que tout restera toujours timide. Les partis politiques doivent avoir leur place au sein de ce comité de suivi. Le pouvoir, c'est qui? C'est les partis politiques. Sans les partis politiques, on va où dans le cadre du pouvoir? Les dirigeants de l'UFC ont également demandé la cohésion et l'union sacrée autour du président Ibeka pour aider le Mali à se remettre de la grave crise qu'il a traversée. Je soutiens fermement le président de la République, le gouvernement et le ministre de l'administration territoriale qui est l'autorité de tutelle des partis politiques. Le ministre de l'administration territoriale, depuis qu'il est là, il a toujours associé les partis politiques. Il a toujours demandé l'avis des partis politiques. C'est un ministre exemplaire qu'on doit soutenir. C'est pour ça que je le défends. L'occasion était aussi bonne pour annoncer que l'UFC présentera des candidats aux élections de proximité du mois d'octobre 2015. L'UFC est un parti centriste. Visite de terrain d'une équipe de la commission loi et législation de l'Assemblée nationale à Ségou. Les parlementaires se sont acquis des conditions de travail du tribunal de grande instance. Les députés ont également visité la brigade de la gendarmerie de la ville. Nos envoyés spéciaux sont Abraman Dokatraoré et Moussa Fane. Cette première étape a concerné le tribunal de grande instance de Ségou, la direction régionale de la police nationale et la brigade territoriale de la gendarmerie. Le tribunal est confronté à un certain nombre de difficultés. Le bâtiment qui abrite la juridiction, pratiquement c'est un bâtiment des années 20-23. C'est un bâtiment qui menace ruine, malgré le colmatage qu'on a eu à faire. Vu le nombre de magistrats qui y officient, on n'a pas un nombre suffisant de bureaux pour eux. Certains secrétariats ont été érigés en bureaux et des bureaux vraiment qui laissent passer Carmalo. De l'autre côté aussi, le problème de mobilier se pose. Certains de nos collaborateurs n'ont même pas de machines, d'ordinateurs. À cela s'ajoute l'insuffisance des crédits de fonctionnement. Les JPCE qui sont rattachés au parquet de Ségou, ils n'ont eu ce trimestre que 30 000 francs. Même le tribunal d'instance de Nyono, où il y a 3 magistrats, pratiquement n'a bénéficié que de 30 000 francs. À la brigade de la gendarmerie et à la direction régionale de la police nationale, les constats sont les mêmes. Manque d'équipement et du personnel. Par rapport au travail, il y a le matériel qui est difficilement suffisant. Nous avons un problème d'effectifs. Nous arrivons quand même à effectuer la mission qui nous est confiée. Les parlementaires se disent satisfaits de cette visite à Ségou. Mon constat ici est que les conditions de travail sont très difficiles. Les moyens financiers manquent. Et vraiment, pour l'application de la nouvelle carte judiciaire, je pense que si l'État doit l'appliquer, il faut qu'il y ait les moyens conséquents. Nous sortons donc de cette séance de travail très satisfaits. La prochaine étape de cette visite parlementaire concerne les cercles de Blas et de Sang. Conditions de travail difficiles pour les juges et la gendarmerie de la région de Koulikoro. C'est le constat fait par une équipe de la commission loi et législation de l'Assemblée nationale qui continue ainsi sa tournée. Les récits de nos envoyés spéciaux Ramata Kounate et Mamadou Sidibé. Les tribunaux de Kati et Koulikoro ont un dénominateur commun, l'insuffisance de crédit de fonctionnement. Au regard même du montant qui nous est alloué pour faire face aux besoins en termes de papier, d'encre pour les imprimantes, 80 000 francs, vous conviendrez aisément avec nous que c'est insignifiant. Insignifiant au regard des missions qui nous sont assignées. Il manque beaucoup de matériel. La preuve, c'est que depuis 3 ou 4 mois, on a exprimé nos besoins au département de la justice et nous attendons toujours. Avec près de 80 communes couvertes, le cercle de Kati est très sollicité en matière de justice. Environ 1000 dossiers traités selon les responsables du tribunal de cette localité. Ces dossiers concernent le vol, les litiges fonciers, les questions d'héritage, entre autres. Dans la ville de Koulikoro, on note de janvier à juillet 2015 environ 80 jugements relatifs à l'héritage et au divorce. Un travail mené dans des conditions difficiles selon les responsables des structures concernées. Nous n'avons que 2 greffiers pour vraiment 10 magistrats. Et, du coup, l'efficacité du travail
s'en ressent. À un certain moment de l'hivernage, les employés n'ont même pas accès au palais. Les voies d'accès deviennent impraticables complètement. L'état de la salle d'audience, il n'y a pas aussi la salle pour les gares, la salle des scellés. C'est ainsi qu'on fut obligé de garder les biens saisis dans la salle d'audience. Tout récemment, ils ont donné quelques matériels composés d'ordinateurs, 3 frigos, 3 ordinateurs, quelques 16 visiteurs. Quant à la brigade de recherche placée sous la tutelle de la compagnie territoriale de Koulikoro, ce service tient grâce aux propres moyens des gendarmes et à l'aide du gouvernorat. La visite nous a permis de découvrir que la justice a de sérieuses difficultés. Des difficultés d'ordre matériel, des difficultés d'ordre financier. Imaginez que dans un tribunal, même pour extraire des détenus, pour les amener au niveau du tribunal, il faut souvent faire appel à des services de particuliers. Voilà, c'est des problèmes de ce genre, problèmes d'ordinateur, problèmes de papier même. Vraiment, le constat n'est pas agréable. Cette mission parlementaire vise le contrôle de l'action gouvernementale. À Koulikoro, toujours fin ce jeudi d'un cycle de formation de 8 semaines des élèves de l'EMIA, des sous-officiers de Banakoro et des formateurs stagiaires de l'armée malienne. L'encadrement était assuré par la force d'entraînement de l'EITM Kumba-Sissé, correspondance. Ils étaient nombreux à participer à ce forum de 3 jours axé sur le code de conduite des forces armées et de sécurité du Mali. Le droit international humanitaire et la protection des populations, notamment des femmes et des enfants pendant et après le conflit, étaient au cœur de ce forum. Pendant les 3 jours, j'ai senti l'engagement, la détermination et l'acceptation des participants à aller vers cette vision partagée qui demeure le souci de tout le monde entier, le souci du peuple malien, le respect des droits de l'homme, non aux exactions sur les terres d'opération. Réellement, les participants étaient carrément dans le cours. Ils ont contribué, ils ont vraiment accepté de partager les expertises, les expériences terrain avec moi. Ça nous a permis de renforcer nos capacités à la problématique. En réalité, ça va nous servir vraiment très utile sur le terrain. Nous souhaiterons que dans les jours à venir, que ça soit effectué dans une autre caserne. Le commandement militaire de la région a salué l'organisation de ce forum et se dit satisfait des résultats obtenus. Nous sommes très satisfaits au sortir de ce séminaire. Nous pouvons dire que l'ensemble des militaires du centre d'instruction Boubacar Sadassi sont suffisamment outillés pour appliquer dans toute sa rigueur l'ensemble des règles du droit humanitaire international. Il faut que les uns et les autres tiennent compte de l'ensemble de ces règles partout où ils seront déployés en opération. Au Mali, comme dans toute démocratie, le respect des droits des citoyens et des lois de la République et des conventions internationales s'impose à toutes les forces de défense et de sécurité. Le traité sur le commerce des armes légères est au centre des préoccupations d'Oxfam Mali et c'est dans ce cadre que l'ONG a organisé un atelier national de domestication du traité. Les organisateurs entendent mieux faire connaître le traité et faire le point de la prolifération des armes légères au Mali. Compte rendu Agali Aga Aguissa. Cette rencontre nationale sur le commerce des armes légères s'inscrit dans le cadre de la nouvelle campagne lancée par Oxfam Mali. Campagne intitulée « Au-delà de la ratification, sauver des vies, contrôlons les armes ». Il s'agit à travers cette campagne de mieux faire connaître les traités sur le commerce des armes légères et faciliter sa ratification en Afrique. Nous avons seulement 10 pays africains qui ont ratifié parmi les plus que 50, mais avec seulement 20% des pays africains. Ce n'est vraiment pas assez. La multiplication des armes légères nuit à la cohésion sociale et constitue du coup un obstacle au développement. Du fait de la prolifération des armes, des milliers de vies sont brisées. Parmi elles se comptent des victimes silencieuses de tueries délibérées, d'actes de banditisme et de violences de toutes sortes. L'impact sur le potentiel économique des pays est manifeste. Le traité sur le commerce des armes est une opportunité pour la paix. Ce traité est entré en vigueur en décembre 2014. Lie les exportateurs et les importateurs d'armes afin de réglementer la circulation mondiale, régionale et nationale d'armes
C'est pourquoi le Mali, l'un des premiers pays à ratifier les traités, développe des stratégies pour promouvoir la lutte contre la prolifération des armes légères. Le Mali a été politiquement très engagé dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Parmi les actions, la déclaration de Bamako, il y a la commission nationale qui a été mise en place parmi les premiers pays dans la sous-région. Il y a des points focaux régionaux. Les travaux sont axés sur les voies et moyens à sécuriser les personnes et leurs biens, n'ont duré qu'une journée. Il regroupe plusieurs acteurs impliqués dans la lutte contre le commerce des armes légères. Échanger entre les acteurs de la mutualité d'une part et les acteurs de l'État d'autre part en vue de promouvoir les activités de l'Union africaine des mutualités, tels sont entre autres objectifs de la réunion démarrée aujourd'hui. En fin de travaux, les participants seront informés de l'organisation et du fonctionnement de l'Union africaine des mutualités de l'Afrique de l'Ouest. Mamoudou Sidibé, reportage. La réunion du Bureau Afrique de l'Ouest de l'Union africaine de la mutualité vise un idéal, celui de développer les actions de l'Union dans tous les pays de la zone ouest africaine. Pour ce faire, une forte implication de tous les acteurs mutualistes des deux pays, le Mali et le Burkina Faso, qui ont abrité cette réunion est sollicitée. Conscient des défis à relever et des obstacles à surmonter, le Bureau exécutif de l'Union africaine de la mutualité, pour consolider son dynamisme, a décidé d'organiser le continent en 4 zones qui sont la zone Afrique centrale, la zone Afrique du Nord, la zone Afrique australe et la zone Afrique de l'Ouest. Le Bureau régional Afrique de l'Ouest est face à des défis. Et face à ces défis, ce bureau, à votre nom à tous, a pris des engagements publics solennels pour qu'une fois encore, dans 10 ans, nos gouvernants, qui attendent beaucoup de nous, le mouvement mutualiste, puissent nous mesurer, mais particulièrement l'opinion constituée de mutualistes et constituée de l'opinion civile, puisse aussi mesurer l'action que nous aurons parcourue. Cette rencontre d'échange est l'occasion de renforcer le partenariat entre les mutuelles sociales et l'État. En matière de mutualité, le Mali a enregistré des acquis. La mutualité malienne, avec l'appui des autorités du pays, a perçu depuis près de 2 décennies la nécessité de se regrouper pour jouer sa partition dans l'extension de la protection sociale. C'est ainsi que l'UTM, Union technique de la mutualité malienne, fut créée en avril 1998 comme structure faîtière de l'ensemble des mutuelles du Mali. Sur le plan africain, il faut rappeler l'adoption en 2008 à Windhoek de la politique de l'Union africaine de protection sociale. Le Mali a pleinement souscrit. Depuis l'année 2002, le gouvernement du Mali a adopté une déclaration de politique nationale de protection sociale qui retient comme orientation l'extension des champs d'application personnels et matériels, le développement de l'aide et de l'action sociale, le développement de la mutualité et autres organisations basées sur la solidarité. Cette réunion est l'occasion pour les participants de s'informer de l'organisation et du fonctionnement de l'UAM-AFRO, de prendre connaissance de la réglementation de l'UEMOA sur la création et le fonctionnement des unions et fédérations des mutuelles sociales. Première journée porte ouverte du département d'entomologie et de maladies à transmission vectorielle. C'était ce matin à la faculté de médecine et d'odontostomatologie. Ibrahim Choukari était sur place. Cette journée porte ouverte vise à mieux faire connaître le département d'entomologie et de maladies à transmission vectorielle. Les organisateurs entendent également soutenir et partager les avancées obtenues dans ce domaine par les chercheurs maliens. L'entomologie médicale est la science qui s'occupe des arthropodes, donc des insectes qui transmettent les maladies. Ces maladies sont parmi nous les plus répandues et les plus dangereuses. La recherche sur l'entomologie fait aujourd'hui des progrès au Mali. En effet, la culture des mouches permet d'en savoir plus sur les avancées de la recherche dans la lutte contre le paludisme. Les gens ne voient que la maladie, mais les causes de la maladie sont parfaitement négligées. Et je pense que toute action visant à contrôler les vecteurs, les insectes qui transmettent la maladie, ne fera que
donner de meilleurs résultats. Et effectivement, les moustiques du Jaramophèle sont les vecteurs du paludisme et de la fibrose lymphatique. Donc c'est très important d'étudier les insectes qui transmettent les maladies. C'est un domaine très large et qui progresse énormément, y compris dans le domaine de la recherche de pointe sur, par exemple, la génomique, où on examine le patrimoine héréditaire des vecteurs pour se servir de ces connaissances pour développer des méthodes de lutte génétique sur les moustiques génétiquement modifiés. La recherche doit soutenir le développement et pour qu'elle puisse soutenir le développement, il faut que ces résultats soient appliqués sur le terrain. C'est pourquoi, au cours de cette journée, les participants ont visité les centres d'élevage des moustiques et les stands. C'est dire que l'entomologie médicale joue un grand rôle dans la santé publique car elle apporte des solutions aux questions brûlantes des maladies vectorielles comme le paludisme. Après Bourem, c'est le cercle de Douanzan qui bénéficie de la générosité du gouvernement du Mali à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. C'est là à travers un programme de distribution gratuite de plus de 800 tonnes de céréales exécuté par l'ONG Odissaël. Aminata Touré. Cette distribution alimentaire gratuite dans le cercle de Douanzan concerne 30 243 bénéficiaires pour une quantité totale de 816 tonnes de céréales. Le choix de ce cercle de Douanzan n'est pas fortuit, car ce cercle est reconnu pour sa particularité d'abriter cycliquement des poches de sécheresse, rendant la situation alimentaire très fragile. C'est dans cette optique que le gouvernement du Mali, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire et avec l'appui inestimable de ses partenaires comme le CICR et le PAM, a entrepris une vaste campagne de distribution alimentaire gratuite dans les communes les plus vulnérables de notre pays. Parmi ces communes, nous retrouvons Hombori, Dangolbore, Haïre, Djabtoji et Kourarou. Assister le plus démuni, c'est aider avec noblesse ceux qui les soutenaient, c'est-à-dire leurs parents, leurs proches parents, leurs voisins. Quant aux autorités administratives, elles se réjouissent de cette action qui permettra à coup sûr d'atténuer les souffrances des populations en cette période de soudure. Au sortir de l'hivernage dernier, la plupart de nos communes ont été sérieusement touchées par le déficit pluviométrique. Suite à l'évaluation de la campagne 2014-2015 effectuée par le SAP, système d'alerte précoce, ces recommandations et ces conclusions ont certainement prévalu au choix de ces communes bénéficiaires. La cérémonie de lancement a pris fin par la remise symbolique de vivres à quelques bénéficiaires. Plus de 90 millions de francs CFA, c'est le montant des réalisations remises aux producteurs de 3 cercles de la région de Gao par l'ONG ACA. Ce sont des digues et des matériels et intrants agricoles remis aux producteurs. Drissa connaît les détails. Le projet Gao Plus, financé par l'ambassade des Pays-Bas au Mali, est mis en œuvre par l'association des conseillers agricoles au Sahel ACAS et Enda Mali en collaboration avec le mouvement des jeunes patriotes MJP. Pour cette donation, c'est l'ONG ACAS qui vient de remettre 20 tonnes de semences de riz et 8 motopompes au MJP, 6 motopompes et une banque de céréales de 9 tonnes de semences de riz au comité de suivi du cercle de Gao. Dans le même ordre d'idées, l'ONG ACAS et le MJP ont réalisé 2435 mètres linéaires de digues. En somme, toutes ces actions se chiffrent à plus de 90 millions de francs CFA. Nous avons fait une digue qui nous donne beaucoup d'espoir. Et ensuite, nous avons fait un ouvrage qui nous permettra de sécuriser désormais la maîtrise de l'eau. Les semences qui nous seront remises vont permettre au MJP de mettre en activité les comités de suivi exploitants par commune avec la création des banques de semences. Les motopompes vont permettre de créer de l'emploi pour nos jeunes. Cette action vise à améliorer la production agricole dans les 3 cercles de la zone d'intervention du projet qui sont Gao, Ansongo et Bourem. À cela s'ajoutent 151 projets portés par les femmes, les jeunes et quelques ONG de la région de Gao. Ces projets concernent aussi bien le maraîchage, la pisciculture, que les différentes AGR qui sont financées et mises en œuvre à l'accompagnement des 2 ONG. L'objectif global est d'aider les communautés organisées à répondre aux besoins économiques et sociaux urgents
née des crises. Le projet Gao Plus dont il est question est intitulé « Projet d'appui à la gestion de l'eau pour renforcer la sécurité alimentaire et la résilience dans les 3 cercles de la vallée du Niger dans la région de Gao ». Parlons sport à présent. Un mot de l'afro-basket masculin d'un moins de 16 ans qui a donné son coup d'envoi ce jeudi au Palais des Sports de Bamako. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre Modibo Keïta. Le Mali a battu le Rwanda 75-40. L'Algérie s'est imposée 57-52 face au Nigeria. Victoire de l'Angola sur l'Afrique du Sud 54-46. L'Éthiopie a gagné face au Maroc 58-52. Et 5 rencontres sont prévues demain à partir de midi. Tunisie, Afrique du Sud, Angola, Éthiopie, Égypte, Rwanda, Mali, Algérie et Guinée équatoriale, Nigeria. Championnat national de Ligue 1, 18e journée en retard. Le stade malien de Bamako a battu l'AS Police au stade Mamadou Konaté par le score d'1-0. Cette victoire permet aux Blancs de Bamako de conforter leur place de leader avec 38 points. Diara Konati. Les Blancs de Bamako sont face à l'équipe de l'AS Police volontaire et accrocheuse au compte de cette 18e journée de Ligue 1 en retard. Dès l'entame, les policiers ne donnent aucune chance au stadistes. Les locataires de Soutiba, diminués physiquement par les efforts des matchs de la semaine, tentent de surprendre l'adversaire par des contres. Ils ouvrent ainsi le score à la 25e minute sur pénalty transformé par Ishaka Samaki. 1-0, score à la pause. À la reprise, l'AS Police multiplie les contacts. Le stade de Sekouye perd son capitaine Ablaï Sissoko. Il ne fait qu'agresser les gens, ça c'est pas du football. Si je me permets, donc il faut qu'on ait un niveau sur le plan africain. Pensez-vous que vous pouvez jouer lors du match prochain? Oh, je ne sais pas quand même, on va faire les analyses d'abord, après on verra. Malgré la forte pression de l'AS Police, les Blancs remportent les 3 points. On vient d'arriver de Tunis, on vient de faire un grand match à 10. On exerce ce qu'on savait faire face à une équipe qui a été beaucoup plus dans l'anti-jeu que dans le jeu. Donc c'est vrai que c'est difficile de jouer comme ça face à une équipe qui n'a pas voulu jouer, qui a essayé de jouer plutôt les jambes que le football. Mais mes joueurs ils se comportent très bien, on sait maintenant gérer les moments forts et les moments les plus difficiles. Donc on ne prend pas de but, on marque et on marque les points. Généralement moi j'ai pas l'habitude de parler sur les arbitres. Mais je crois que ce qui s'est passé aujourd'hui, tout le monde a vu. Mes garçons, ils ont très bien joué, je les félicite. Je crois qu'on n'a pas eu la chance aujourd'hui. Après ces victoires successives sur la Somme lors de la 21e journée de Ligue 1 et de la Coupe CAF sur l'Espérance sportive de Tunis, le Stade Malais de Bamako vient de rassurer ses supporters avant son match retour contre le club tunisien dans quelques jours. Sur ce prend fin ce journal. Demain, 10h-13h, vous serez avec Mohamed Ould-Mamouni. Amara Mali Diallo vous présentera les éditions de 18h et de 20h. Grand merci à vous qui nous suivez de Kiba, Banaba et Touba. C'est dans la région de Koulikoro. Et c'est au Mali. Bonsoir à tous.